Monsieur le secrétaire général, cher président Diouf, monsieur le ministre, monsieur le maire de Paris, madame le maire, cher Jean-Pierre Raffarin, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers amis de la francophonie. Ce jour est sans doute pour nous un jour très spécial, un jour attendu depuis longtemps. Aujourd'hui donc, la francophonie est enfin dotée d'un siège conforme à ses ambitions et propre à renforcer son influence. Cher Abdou Diouf, je me souviens effectivement de notre rencontre en décembre 2007. Je vous avais dit qu'après de nombreuses années perdues, je souhaitais que la France règle enfin la question du regroupement des services de l'OIF sur un seul site. La parole donnée a été tenue, c'est essentiel. Tant il est vrai que les discours finissent par s'user lorsqu'ils ne sont pas suivis d'actes. La France est fière d'accueillir désormais dans les meilleures conditions une organisation internationale riche de 75 membres et observateurs, représentant à travers le monde 900 millions de francophones. En visitant ces belles installations il y a quelques minutes, je me disais que ce projet immobilier contribuerait à renforcer l'efficacité, la réactivité de la francophonie, mais il aidera aussi à incarner l'ouverture de notre organisation, Abdou l'a dit, qui a vocation à être un lieu d'échanges politiques et culturels au service de la diversité, de la démocratie, des droits de l'homme. J'espère donc que ce beau bâtiment sera accessible à un large public. Il n'y a pas d'opposition entre la défense d'une identité et l'ouverture de cette identité. C'est même strictement l'inverse. C'est parce qu'on est sûr de son identité qu'on n'a pas peur de s'ouvrir. C'est lorsqu'on ne croit pas à son identité, à ce que l'on est, qu'on craint l'ouverture. Les identités fortes n'ont rien à craindre à l'ouverture, bien au contraire. Bon, je ne veux pas dire combien je me souviens, devant la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, que je salue, de ce grand académicien que fut Lévi-Strauss. L'identité n'est pas une pathologie. Combien de fois faudra-t-il le répéter? Pour qu'il y ait de la diversité dans le monde, il faut qu'il y ait des identités. Il n'y a pas de diversité sans identité. L'identité, c'est l'instrument de l'ouverture. La fragilité, c'est le prétexte de la fermeture. Je voudrais tellement faire comprendre cette idée, simple, si simple. Avoir peur de l'identité, c'est refuser la diversité. Voilà. Il n'y a pas de diversité sur la négation des identités. Le monde aujourd'hui ne doit pas s'aplatir derrière une seule culture, une seule langue, une seule identité, qui serait le plus petit dénominateur commun de toutes les identités. Le monde doit s'enrichir de l'addition de toutes les identités qui se valent, qui doivent se respecter et se comprendre. Je le dis parce que c'est vraiment au plus profond de moi une conviction. Et alors je sais bien, c'est tellement facile de défendre la diversité. Vous voyez jamais personne qui vient dire la diversité, c'est pas bien, à juste titre. Et pourtant, qui ne comprend que la diversité n'est que la conséquence d'une cause. La cause est identité, la conséquence est diversité. Voilà. Et c'est très important de comprendre que dans la francophonie, nous ne sommes adversaires de personne, bien au contraire. Abdou et Jean-Pierre Raffarin pourraient en témoigner. Combien j'ai été moi-même heureux d'être l'invité du Commonwealth. Et combien je ne me gêne pas de parler du Commonwealth devant la francophonie, cher monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. Il n'y a pas opposition. D'ailleurs, qui voudrait reprocher aux autres de faire au service de leur langue, de leur culture, de leur identité, ce que nous faisons nous-mêmes au service de la nôtre? Et je ne verrai d'ailleurs que des avantages à ce qu'on invite un jour, un représentant du Commonwealth, dans une réunion de la francophonie, de la même façon qu'au sommet France-Afrique de Nice, qui était un grand succès,
J'étais très heureux de voir des pays qui n'étaient pas à l'origine francophone, mais qui sont intéressés par les valeurs de la France, les idées de la France, la culture de la France, la langue française. C'est cela, la richesse. Nous n'avons pas à gérer un patrimoine que nous a légué l'histoire en essayant de retarder sa diminution. Nous avons bien au contraire à nous ouvrir, à toucher de nouveaux pays, de nouveaux continents, et à rallier à nous, par la langue, par l'histoire, par la culture, mais aussi par le message, par les valeurs, par la singularité politique qui est la nôtre. Spécialement dans... Bon, je suis complètement sorti du discours, mais c'est totalement Abdou ce que je pense. Bon, alors, de temps en temps, il faut quand même dire ce qu'on pense. On ne peut pas non plus avoir un débat politique qui ne serait normé que par des codes. Alors, je me suis hélas reconnu dans les citations du secrétaire général. C'est vrai, j'ai osé dire ça. Mais j'ai tellement le sentiment que tout ce qui est uniquement ritualisé n'est pas respectueux d'une histoire. Je crois à la tradition. Et bien sûr, je m'inscris dans une tradition. Mais la tradition ne doit jamais tourner à l'habitude, aux conventions. Entre nous, s'il n'y a que des liens conventionnels, il n'y a plus de liens. C'est bien ça que j'ai voulu faire comprendre. Et tout ceci avait un côté ritualisé que nous avons voulu, je remercie d'ailleurs Jean-Pierre Raffarin, réveiller. J'aime les rituels, j'aime les traditions, et je sais à qui je parle. Mais aussi, ils sont forts, les rituels et les traditions, quand il y a de la passion, quand il y a la volonté de rompre les chaînes de l'habitude qui conduisent à l'ennui et au désintérêt. Et l'ennui et le désintérêt conduit à quoi? Au sentiment qu'on manque de respect. Et le manque de respect conduit à ce que les meilleurs amis d'hier deviennent les pires adversaires. Une famille, pour qu'elle reste solide, elle doit dialoguer en permanence. Il faut beaucoup donner. Et l'habitude empêche le don. C'est ça qui est en cause dans la francophonie, spécialement dans les temps troublés que nous traversons. Les crises succèdent aux crises, crise monétaire, crise économique, crise des matières premières, émergence tellement heureuse des peuples arabes qui veulent se libérer de leurs chaînes, crise partout, je tourne le regard, je crois une crise, la crise au Japon dont j'avais le Premier ministre il y a quelques minutes et qui se trouve confronté à quelque chose de tellement extravagant en termes de violence, et qu'il réagit d'ailleurs avec une dignité, un courage exceptionnel. Je voudrais également vous dire que ces crises, il y a toujours deux façons de les voir. Mon Dieu, comme c'est complexe et comme c'est dangereux. Mais le silence, l'immobilité, croyez-moi, ça prépare de grands dangers aussi. La stabilité, qui était le maître mot de toute action diplomatique il y a quelques années. La stabilité, telle conforme à nos convictions profondes. Au nom de la stabilité, est-ce qu'on n'a pas condamné des peuples en Europe, au Moyen-Orient, ailleurs dans le monde, à l'injustice, au non-respect des droits de l'homme, simplement parce que la stabilité tranquillisait ceux qui bénéficiaient de la démocratie? Est-ce que nous ne devons pas, nous aussi, revisiter notre vocabulaire diplomatique? Tout discours commençait par la nécessité de la stabilité. Ah oui, la stabilité, ça va quand on est du bon côté du mur. Quand on est du mauvais côté du mur. Et donc, toutes ces crises, je les vis, moi, plutôt comme une espérance. La nécessité de revoir nos concepts, de revisiter nos traditions, d'apporter de nouvelles idées. Et la francophonie est au cœur de cela. Car la francophonie se développera si elle porte des valeurs, un projet. Si elle aide les peuples qui veulent s'affranchir de leurs chaînes à les lever, ces chaînes.
Bien sûr, il y a l'histoire. Bien sûr, il y a le passé. Mais il y a aussi à imaginer ce XXIe siècle. Et j'ai vraiment le sentiment que l'un des problèmes, c'est que nous avons changé de siècle et au fond, on ne s'en est pas rendu compte. Et ce sont les événements qui nous font toucher du doigt. Nous sommes au XXIe siècle. Les idées du XIXe n'allaient pas au XXe siècle. Mais je pense que les idées du XXe siècle ne suffisent plus au XXIe siècle. Et ça sera toute la responsabilité de la France, à la fois présidente du G8 et du G20, que de porter ces nouvelles idées. Alors je ne voudrais pas, Abdou, évoquer le travail de cette nuit. J'aurai l'occasion, dans les heures qui viennent, de dire un certain nombre de choses. Mais je ne veux pas que cet événement de la francophonie soit happé, quelle que soit la force de l'actualité, par cette actualité. Parce qu'ici, on écrit pour le livre, on n'écrit pas pour le journal. On écrit sur le long terme. On n'écrit pas simplement pour les semaines qui viennent. Je voudrais terminer en vous disant ceci. J'en prends d'ailleurs toute ma part de responsabilité. Comment dire qu'on attache de l'importance à la francophonie et ne pas être capable d'avoir un siège pour la francophonie? Je l'ai pensé d'ailleurs pour Strasbourg, qu'avec beaucoup d'autres, j'ai défini comme la capitale de l'Europe. Franchement, j'aurais été plus heureux qu'on mette moins de 25 ans pour avoir le TGV entre Paris et Strasbourg. Je veux dire qu'il y a une nécessité de cohérence pour les responsables politiques que nous sommes. Très difficile parce que les problèmes sont de plus en plus complexes et les citoyens du monde exigent des réponses de plus en plus rapides. Mais nous devons veiller à cette cohérence. La francophonie est un axe majeur de notre diplomatie. Nous sommes fiers d'avoir le siège de la francophonie. Nous croyons en son secrétaire général et à son équipe. Donc, il est normal que la francophonie ait un siège digne de ce nom. C'est ça. C'est simple. C'est en quelque sorte un dû, cher Abdou, qui vous renforce et qui nous renforce. Voilà, c'est vous dire combien j'étais heureux d'être à vos côtés et combien de dernières fois je veux remercier Jean-Pierre Raffarin pour son investissement, car quand il me sent moins enthousiaste apparemment pour la francophonie, n'hésite pas à me le rappeler, cher Abdou. Je dois la vérité, je dois le remercier. Je voudrais également dire qu'une crise ne doit pas faire oublier d'autres choses. Et je voudrais penser très fortement à la Côte d'Ivoire, ce pays si proche de nous, dont nous avons été tellement heureux de le voir organiser, sous contrôle des Nations Unies, des élections libres. Et j'étais tellement fier que la France soit l'un des premiers pays à reconnaître le président Alassane Ouattara. Je ne voudrais pas que l'intensité de la crise au Japon, l'intensité des événements qui se sont déroulés, vont se dérouler en Libye, nous fasse oublier les souffrances du peuple ivoirien, de tout le peuple ivoirien, de toutes les régions de Côte d'Ivoire, qui ont aussi le droit de vivre dans la paix et la sécurité après 10 ans sans élection. Et je voudrais en quelque sorte leur dédier cette inauguration, parce qu'ils le méritent, et souhaiter que la raison finisse par triompher le plus rapidement possible. Et j'ai bon espoir, Monsieur le Ministre, que les choses vont avancer, en souhaitant mettre fin à cette situation épouvantable. Merci à tous.